Bonjour à tous, merci de nous rejoindre tout de suite. Mais tout de suite les principaux titres développés dans votre édition du 9 décembre. Dossier agriculture, on parlera de la récolte de la pomme de terre d'arrière-saison à El Oued qui a enregistré des chiffres records et du développement de la filière oléicole à Ouergla où des partenariats avec des entreprises étrangères ont été réalisés. Les tensions restent vives en France après un 4e samedi qui a mobilisé plus de 135 000 personnes. La contestation des Gilets jaunes a gagné d'autres villes, jusque-là concentrée sur Paris. Le discours du président Macron prévu en ce début de semaine est très attendu par les Français. Et on ira à Gherdaya à la fin de ce journal, à El Mnia plus précisément pour découvrir l'un des sites touristiques de la région, l'église de Saint-Joseph. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce matin à Alger le cardinal Angelo Giovanni Becciu, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, représentant du pape François, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de la cérémonie de béatification des religieux catholiques qui a eu lieu hier à Oran. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses, Mohamed Issa. Grande opération de logement ou de relogement à Mostaganem, une cérémonie de remise symbolique des clés de 326 logements publics locatifs de type LPL et de location-vente à ADL et de 500 affectations d'aide à l'habitat rural a été organisée en présence du ministre de l'Habitat, Camélia Mellal. Les efforts se poursuivent pour satisfaire la demande en logement, notamment à Mostaganem. En visite dans cette wilaya, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a inspecté plusieurs projets, notamment le chantier de 40 logements ruraux groupés au village de Daladeb, dans la commune de Stidia. Soulignant à cette occasion la nécessité d'encourager cette formule d'habitat et de lui accorder une attention particulière. Le logement rural sera généralisé, en particulier le logement rural groupé, et ce, de façon à préserver le caractère architectural de la région. 326 logements publics locatifs et de location-vente ADL ont été distribués lors d'une cérémonie qu'a présidé le ministre de l'Habitat qui a souligné que l'année 2019 verra plusieurs attributions de logements dans le but de procurer la joie aux bénéficiaires. J'ai déposé mon dossier en 2013 et voilà qu'aujourd'hui je reçois les clés de mon appartement. Dieu merci. Ces opérations de relogement vont se poursuivre et se généraliser dans les 4 coins du pays, et ce jusqu'à concrétisation de tous les programmes de l'habitat, conformément aux directives du président de la République qui a toujours veillé à assurer une vie décente aux citoyens. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat a procédé à la pose de la pierre d'un projet de réalisation de 1500 unités de logement promotionnels aidés. Pour développer la filière oléicole dans la wilaya de Ouergla, les autorités locales de la région ont misé sur le partenariat avec des institutions et des entreprises étrangères, avec à la clé une extension de la superficie dédiée à cette filière de plusieurs centaines d'hectares qui, à terme, devrait augmenter la production d'huile d'olive destinée à l'exportation. Le reportage de Bendania, commentaire de Karim Haïfa. La superficie consacrée à l'oléiculture dans la wilaya de Ouergla s'est renforcée par une extension sur 1 millier d'hectares, susceptible de développer cette filière agricole en constante évolution. Une extension qui sera peuplée de 2 millions d'oliviers sur la base d'une étude technique concrétisée en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'investissement et le développement agricole et une entreprise espagnole spécialisée dans les activités agricoles. Elle a ses propres ressources avec une participation de 49% et dès que le projet en question est lancé, cette institution se retire car sa politique, c'est l'encouragement et le soutien des investisseurs. Une fois les projets de ces investisseurs mis sur pied, cette institution se retire et soutient d'autres projets d'investissement. La précocité à Ouergla, c'est plus grand que dans d'autres régions du reste de la Méditerranée. Donc, on peut sortir au marché au premier lieu dans le reste du pays de la région. Donc, c'est déjà un avantage qui peut-être il peut créer une origine de Ouergla comme les premiers référents de la production de huile d'olive. Le promoteur espagnol table cette saison sur une récolte de près de 2500 tonnes d'olives dans une ferme dotée de sa propre huilerie avec une huile d'olive de qualité supérieure destinée à l'exportation.
L'oléiculture est une agriculture stratégique qui rentre dans le cadre du plan national de développement agricole. Ici à Ouergla, 1700 hectares sont dédiés à cette agriculture avec à la clé une production de 48 000 litres d'huile d'olive par an. Grâce à ces exploitations, la wilaya de Ouergla ambitionne de devenir un pôle agricole par excellence dans le sillage des orientations de l'État portant diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures. El Oued continue à enregistrer des chiffres records dans la production de la pomme de terre. Une production estimée à près de 8 millions de quintaux est attendue. La récolte de la pomme de terre d'arrière-saison a été lancée à la mi-novembre. Nsline Ben Saidi. Dans la wilaya d'El Oued, la récolte de pommes de terre hors saison s'annonce favorable avec une récolte de plus de 8 millions de quintaux sur une superficie de 27 000 hectares. Un début prometteur pour l'exportation, mais qui reste toutefois limité. Les conditions climatiques sont vraiment favorables. La récolte se poursuit depuis le mois de septembre. Il y a une surproduction de pommes de terre. Nous voulons exporter cette quantité. Un climat favorable pour une production de pommes de terre répondant aux exigences du marché étranger, en particulier européen, de par sa haute qualité nutritive et son caractère bio. Nous avons beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat. Les conditions climatiques étaient favorables aussi, mais nous nous plaignons quand même de l'augmentation des prix des graines. Une surproduction qui n'attend qu'à être exportée vers l'étranger. Mais en attendant la réalisation de ce projet, les agriculteurs de Oued Souf ont recours au marché de gros pour pouvoir commercialiser cette quantité. Des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté vendredi hier 33 orpailleurs à Tamanrasset et à Bourj Beji Mourtar et saisi du matériel utilisé dans l'extraction illégale de l'or, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont saisi à Béchar, Oum El Bouagui et Béjaïa un peu près de 5 kg de kif traités. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Ouergla et Larouat 46 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué à Chlef, Oran et Mostaganem des tentatives d'immigration clandestine de 72 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Même opération du côté d'Oran et El Razawet, où des tentatives d'immigration clandestine de 48 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale ont été déjouées, alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Skikda et à Tlemcen. Dans l'actualité internationale en France, 4e samedi sous haute tension à Paris, un peu plus de 130 000 personnes ont participé hier à l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat. Le président français Emmanuel Macron devra annoncer de nouvelles mesures en réponse à cette crise, mettant son quinquennat à l'épreuve. Naïma Haouch. Des scènes de chaos, des commerces saccagés et des dégâts incommensurables pour l'économie et l'image du pays. La France a encore vécu un 4e samedi noir. La fronde sociale ne s'essouffle pas. Quelques 13 600 personnes ont participé hier à la mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat, soit un nombre pratiquement équivalent à celui du 1er décembre, alors que près de 1723 personnes ont été interpellées, dont 1220 gardes à vue. Des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé les rassemblements de ce mouvement populaire dans le centre de Paris, placé sous haute sécurité, et plusieurs blocages de routes perturbaient la circulation dans le pays pour cette nouvelle journée de mobilisation à haut risque. Des tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées et des vitrines brisées ont été recensés à Paris, mais aussi des heurts et dégradations à Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore Nantes, suivis toujours de blocages sur les routes. Le président Emmanuel Macron devra annoncer de nouvelles mesures en réponse à cette crise, mettant son quinquennat à l'épreuve. Hier, en fin de soirée, le président français a félicité dans un tweet toutes les forces de l'ordre mobilisées, saluant le courage et l'exceptionnel professionnalisme dont ils ont fait preuve. Selon les analystes, Emmanuel Macron s'exprimera probablement demain. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, le temps du dialogue est là et il faut désormais retisser l'unité nationale mise à mal par cette fronde populaire.
Un dispositif exceptionnel avait été prévu avec 89 000 membres des forces de l'ordre déployés sur l'ensemble du territoire français, dont 8 000 à Paris, appuyés par 14 véhicules blindés. Désormais, une grande partie des Français, et notamment les Parisiens, redoutent la répétition d'affrontements violents qui ont choqué dans le pays et à l'étranger et dont les images ont fait le tour du monde. Plus d'1 millier de manifestants ont traversé hier Katowice dans le sud de la Pologne pour demander aux participants à la conférence mondiale de la COP24 d'agir rapidement en faveur du climat. Les participants venus du monde entier arboraient des banderoles telles que « Il n'y a pas de planète B »,« Sauver le climat maintenant » ou encore « Oui aux énergies renouvelables ». La conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a examiné hier les moyens concrets d'aider les pays à affronter les déplacements massifs causés par les effets du changement climatique. Les pourparlers inter-yéménites entamés jeudi dernier à Rimbo en Suède sous l'égide du médiateur de l'ONU Martin Griffiths pour renouer le dialogue et tenter de mettre fin au conflit n'ont pas connu de progrès en raison des exigences avancées par les deux parties, mais l'espoir d'alléger les tensions et les souffrances des Yéménites est maintenu. 3 jours après le début des consultations arrachées par l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, qui agit comme médiateur, les deux parties campent sur leur position et menacent de reprendre les combats. Alors que la crise humanitaire s'accentue et touche plus de 20 millions de personnes selon un rapport de l'ONU diffusé hier. Retour en Algérie, Frantz Fanon, un homme qui a dédié sa vie à la cause humaine. Il était médecin, psychiatre à l'hôpital de Blida et la cause algérienne faisait partie de ses grands combats. À l'occasion du 57e anniversaire de son décès, le domicile de Frantz Fanon sera transformé en musée, une bibliothèque et un coin affecté à la projection de films en tout genre sur cet intellectuel seront aménagés, un moyen pour perpétuer son nom et son parcours. Adel Boukhams. Longtemps délaissée, la maison qu'occupait Frantz Fanon renaîtra bientôt de ses cendres et reprendra des couleurs. Un objectif que se sont assignés les membres de l'association des Amis du musée Fanon, venus en grand nombre commémorer le 57e anniversaire de la disparition de l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste. Rendre à César ce qui lui appartient, le passage de Fanon, cette institution, là où il a habité, ça va devenir le musée Fanon. Et là, cette association, les Amis du musée Fanon, هي اللي كيما قال إن شاء الله الرحمن الرحيم بالعمل نتاعنا في المستقبل بإذن الله لازم نعرفوا واش هو فانون، واش خدم فانون لهذه البلاد هذه، لا في القطاع في الطب نتاعو والا كما قال en tant que révolutionnaire, en tant que philosophe, en tant que écrivain, en tant que sociologue, en tant que psychologue. Tout son passage, Allah yabarak. Je pense que Fanon aurait été très heureux de voir l'intérêt que lui accordent tous ces jeunes. Un intérêt à sa pensée, à sa lutte et à sa personnalité. Cela témoigne de la continuité de la pensée de Frantz Fanon. À nous de collecter aujourd'hui tout le legs de ce militant de la cause algérienne. Chose qu'il ne faut pas oublier. Il a choisi d'être algérien. Ami Moukhtar et Ami Djilali, 2 anciens infirmiers de l'hôpital psychiatrique de Blida, qui se souviennent encore et toujours de celui qui a révolutionné la prise en charge des malades souffrant de troubles psychiatriques. À sa venue, Frantz Fanon devait s'occuper de 3 services au niveau de cet hôpital. Il a réussi à instaurer une nouvelle ligne de conduite. Il nous a formés en tant qu'infirmiers alors qu'il n'y avait pas d'école paramédicale à cette époque. Il nous disait que c'est un travail de groupe et qu'on devait tous s'aider pour assurer une meilleure prise en charge de ces malades. Il organisait des réunions de psychothérapie collective durant lesquelles les malades pouvaient s'exprimer, alors qu'avant sa venue, ils avaient toujours les mains ligotées. Il était contre. Il nous disait « Laissez-moi concevoir mon service selon ma vision ». Il a même réussi 3 mois après sa venue à leur faire pratiquer du sport à travers la création des équipes de football, chose qui n'existait pas avant. 100% algérien. Tout ce qui était français ou là, qu'un contre, par principe, qu'un contre, c'est un révolutionnaire 100%. Il a fait du bien à l'hôpital dans tous les domaines. Il a créé une mosquée. Rendre hommage à cette personnalité historique, c'est aussi perpétuer sa mémoire par un musée portant son nom et en faire un lieu de rencontre pour les nouvelles générations
adepte de la pensée Frantz Fanon. Tombé de rideau hier sur le 9e Festival international du cinéma d'Alger, le FICA dédié aux films engagés. Le film documentaire I Am Not Your Negro du haïtien Raoul Peck a reçu le grand prix du festival. Hassiba Abdallah. Les grands prix du 9e Festival international du cinéma d'Alger sont revenus au Tahitien Raoul Peck pour son film documentaire Je ne suis pas votre nègre, ainsi qu'au Finlandais Akiko Rismaki pour son long métrage intitulé L'autre côté de l'espoir. Ces grands prix ont été décernés aux 2 réalisateurs hier dans la salle Ibn Zaydoun à Alger lors de la cérémonie de clôture du festival. Le grand prix du jury, où a le prix Hada, à l'autre côté de l'espoir. C'est un film finlandais, Kharaj al-Am Hada, 2018, la Finlande, où on a pensé, il a rempli tous les critères du festival. On a donné le grand prix du documentaire à I Am Not Your Negro de Raoul Peck. Et on a donné le Enfant du hasard qu'on a proposé pour le prix, pour la médaille de l'UNESCO. Je ne suis pas votre nègre est un documentaire qui aborde les luttes pour les droits civiques des Afro-Américains menées par des militants défenseurs des droits des Noirs à l'image de Martin Luther King ou de Malcolm X. On avait 9 films à juger. Il y en a 4 qui sont sortis du lot, qui ont eu plus de la moyenne, qui ont eu plus d'adhésion au sein de notre jury parce que leur esthétique était conforme à leur contenu, à leur sujet et la manière dont ils ont traité les films nous ont touchés. Et je pense qu'a touché aussi le public. Le prix du jury a été remporté par le documentaire Les Hommes libres de la réalisatrice suisse Anne-Frédérique Wiedmann. Le prix du public a été quant à lui attribué à égalité au long métrage Wajib de la palestinienne Anne-Marie Jasser et La Voix des anges de Kamal Laïch. Direction El Mnia, à 270 km au sud de Gherdaya. C'est une oasis qui se distingue par ses magnifiques sites touristiques. L'église Saint-Joseph est une escale incontournable pour les touristes qui visitent la région. Souad El-Khrour. Au nord de la ville d'El Mnia se dresse majestueusement l'église Saint-Joseph, édifiée il y a près d'un siècle. C'est aussi un lieu où s'entretiennent des liens de solidarité entre les communautés chrétiennes et musulmanes. L'église n'ouvre que quand il y a des cérémonies ou quand il y a des groupes des pèlerins ou des touristes qui veulent venir le voir. L'église demeure parmi les exemples concrets de la cohabitation et du vivre ensemble. La présence des chrétiens parmi des musulmans, à mon avis, est importante. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est l'important, c'est ce que nous soyons. Soyons ensemble, on se rencontre, surtout les sœurs, les pères, les frères qui vivent à long terme dans le milieu de la population. Donc ça nous permet de se connaître mieux. Nous, évidemment, nous adoptons quelque chose de la culture du pays. On connaît assez bien les religions, les différences les uns les autres. Et c'est toujours dans le respect et l'amour du prochain qui est l'essentiel de se vivre ensemble. Édifié près du tombeau du père Charles de Foucault, le site constitue une halte pour de nombreux touristes qui font escale dans les régions d'El Mnia, celles du Gourara et de Touat. Il y a une vraie authenticité, on a traversé des villages qui sont depuis plus de 800 ans quasiment les mêmes, construits à l'identique, avec les mêmes traditions. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas en France déjà, et je pense dans peu d'endroits dans le monde. On continue notre périple, et puis on va rester, je sais pas, quelques heures ici, avant de descendre sur Timimoun, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa de voir le sable, ça dépayse, donc ça fait du bien. La paisible oasis d'El Mnia aspire à renforcer davantage ses infrastructures touristiques afin de pouvoir rivaliser avec les autres oasis du sud algérien. La Casbah d'Alger, si elle représentait le site à visiter pour les touristes, aujourd'hui nous sommes, nous, Algériens, de plus en plus nombreux à partir à la recherche de notre passé, notre patrimoine, en tentant de percer les secrets de cette vieille Médina, plusieurs fois millénaire. Des visites guidées sont organisées avec des guides et des historiens. Bouchabou Ali. Nous avons là le palais d'été du Dey
Au pied du palais du Dey, en pleine restauration, Kenza, notre guide touristique, nous raconte une partie de l'histoire de la Casbah. Cette ville millénaire, classée patrimoine mondial de l'humanité depuis 1992. Tantôt fascinante, tantôt redoutable, El Mahroussa, ou la bien gardée, ne laisse pas indifférent. Pour beaucoup, parcourir les dédales de la Casbah, c'est pénétrer un autre monde plein de découvertes. C'est pas ma première fois à la Casbah, c'est la première fois avec un guide. Et j'ai toujours cette sensation d'immersion quand je suis à la Casbah. Et on parle beaucoup de nouvelles villes, de smart cities et tout ça. On dépense beaucoup d'argent pour ce qui est nouveau. Et à côté, on a ce patrimoine qui est magnifique et on n'y prête pas beaucoup d'attention. C'est ma deuxième visite à la Casbah, toujours avec Kenza, notre guide. Et voilà, à chaque fois on découvre c'est-à-dire de nouveaux endroits, de nouvelles choses, de nouvelles histoires, si vous voulez. Et cette fois on a pris un autre circuit, ce qui nous a permis aussi de découvrir, c'est-à-dire beaucoup plus. عجبتنا بزاف هاد لا فيزيت تعرفنا على القصبة ما كناش نعرفوها مليح ومن بعد كي درنا هاد لا فيزيت حكاتنا عليها كنزة وعرفنا عليها بزاف حوايج. Dans cette promenade au cœur de la Haute-Casbah, les visiteurs vont à la rencontre d'artisans. Ils peuvent également admirer la magnifique baie d'Alger. Quelques ruelles plus loin, les visiteurs peuvent s'immerger dans l'histoire à travers par exemple cette maison où Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamdi et le petit Omar furent assassinés après que les parachutistes français aient dynamité leur cache. C'était très intéressant, très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Donc la vie des martyrs, comment ils sont morts, etc. Donc les fontaines, l'histoire d'Alger en elle-même. Bien qu'elle soit guide depuis 2009, cela fait seulement 2 ans que Kenza s'est lancée dans l'aventure Djaoula Assemiya. J'ai créé l'aventure Djaoula Assemiya sur Facebook. Je me suis dit, on ne connaît pas notre patrimoine, on ne connaît pas notre histoire. Alors je me suis dit, ce serait une bonne idée de faire connaître notre histoire. Parce que pourquoi uniquement les étrangers auraient le droit de connaître notre histoire, notre pays? À l'instar de Kenza, de plus en plus de guides proposent de faire découvrir la Casbah aux Algériens, qui manifestent un intérêt grandissant pour cette ville historique qui continue de résister aux assauts du temps. Et voilà un bon programme pour les week-ends prochains. L'écotourisme, on en parle ce matin. On part au nord-est de la côte de Béjaïa. La commune de Oued-el-Bered s'étale sur 3 wilayas différentes. Elle dispose d'importantes potentialités touristiques et floristiques. On découvre tout cela en images avec Rahim Abdelaziz. De nombreuses structures de différents édifices en pierre de taille sont visibles sur de vastes espaces. Le site d'Egmoun communique avec les côtes djigéliennes et bjaoui. Les côtes nord djigéliennes renferment de nombreuses haltes portuaires carthaginoises puis romaines comme celles de Rabta et Cap Cavallo ou l'Aouana. De Jbel Guerrouch et Ziama Mansouriya, on remonte en direction du site archéologique de l'antique Chauba. En effet, Chauba est situé sur le même axe routier reliant la cité enfouie d'Egmoun et la Mauritanie sétifienne.
Cette région, à la fois montagneuse et méridionale, a couvé de nombreuses et variées civilisations humaines liées à différentes périodes de l'histoire. Cette commune dispose de nombreuses potentialités touristiques. Celle-ci abrite des monts, des forêts, des cascades de Ouled Ayed, des sites archéologiques de Egmoun. C'est une région de tourisme de montagne. Au pied des monts Babord Tababord, la région de Oued el-Berd, grâce à de nombreux atouts, favorise l'écotourisme. Et vous découvrirez bientôt l'intégralité du documentaire sur Canal Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo présenté par Amel Laribi. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.